Bonjour tout le monde, ici Véronique Vermette du réseau de milieux naturels protégés. J'espère que vous allez tous bien. On débute la session d'information sur le programme Protéger les habitats fauniques concernant le volet 2, l'aide, le soutien au niveau des taxes municipales et scolaires dans quelques minutes. Donc présentement, vous êtes à micro fermé, caméra fermée. C'est la manière que va se dérouler la session aujourd'hui. Toutefois, vous êtes les bienvenus pour poser vos questions tout au long de la présentation qui va avoir lieu, entre autres, en introduction par moi-même et Brice Callier du Réseau de milieux naturels protégés et ensuite de Annie Lebel de la Fondation de la faune du Québec. Donc, je vais prendre les quelques minutes qui suivent pour vous expliquer le fonctionnement de la plateforme GoToWebinar. Si c'est la première fois que vous nous visitez, vous devriez avoir un panneau de paramètres qui est affiché sur votre écran en ce moment. Et donc, si vous allez explorer, vous devriez avoir un onglet questions. Donc, vous pouvez y inscrire vos questions et elles nous seront acheminées. Donc, tout au long de la présentation, en fait, on va avoir des petits blocs d'informations suivis de périodes de questions. Donc, tout au long de la présentation, vous pourrez les poser directement à Annie, moi-même ou à Brice. Donc, on va se donner encore une minute pour pouvoir attendre encore quelques retardataires. Il y avait une quarantaine d'inscriptions. Donc, Annie, est-ce que tu es prête? Super. Donc, aujourd'hui, en fait, vous l'avez su, je l'espère, il y a 2 semaines, le ministère de l'Environnement a annoncé une aide financière en soutien aux organismes de conservation et les propriétaires pour aider à rembourser ou à rembourser les taxes municipales et scolaires. Et donc, cette subvention-là a été accordée à la Fondation de la faune du Québec via un accord ministériel. Et donc, aujourd'hui, Annie vient nous présenter le programme. En fait, la subvention, l'aide, va passer via un programme existant. Tout d'abord, je voulais commencer par vous présenter un petit peu la démarche qui a eu lieu dans les derniers... D'où vient finalement cette aide financière-là? Bien, en fait, c'est depuis de nombreuses années. En fait, la question de la fiscalité municipale est vraiment sur les lèvres depuis longtemps. On a même trouvé dans nos archives que c'était une des raisons principales de la création finalement du RMN il y a plus de 27 ans. Donc, depuis 27 ans, en fait, la conservation volontaire est venue soutenir l'actions de conservation du territoire québécois en protégeant des sites privés, de particuliers ou des sites acquis par des organismes. Donc, de plus en plus, en fait, il y a eu une augmentation de superficie qui a été protégée au Québec. On en est rendu à 66 000 plus hectares. Et on a commencé avec quelques organismes qui ont débuté, en fait, qui ont mis en place le mouvement de la conservation au Québec, à maintenant 83 organismes au Québec qui sont actifs en protection du territoire privé. Donc, comme je disais, ça a vraiment augmenté depuis quelques années seulement. Il y a vraiment un intérêt et une nécessité aussi à protéger les territoires québécois, particulièrement dans le sud du Québec, où on sait où les pressions anthropiques et sur la biodiversité sont les plus fortes. La biodiversité en étant la plus fragile dans le sud du Québec. Donc, il y a eu quand même diverses mesures qui ont été mises en place au courant des années passées pour aider les organismes de conservation, les propriétaires à diminuer en fait le fardeau fiscal au niveau des taxes, puisqu'on le sait, on protège sur des terres privées pour le bien-être de la collectivité. Donc, pour cette raison et pour en question de capacité aussi de soutien financier, il y a eu diverses mesures qui ont été instaurées par le gouvernement. Donc, je ne vais pas y passer en détail, mais entre autres, on sait au niveau des réserves naturelles à milieu privé, il y a eu cette exemption-là de taxes pour certains sites. Il y a aussi la loi sur la fiscalité municipale qui permet aux organismes de conservation de demander une exemption de taxes. Par contre, des fois, ça peut résulter en un enlieu de taxes qui est exigé quand même par certaines municipalités. Donc, c'est une bonification qui parfois peut-être peut revirer de l'autre côté. Et donc, on fait le RMN et d'autres partenaires. On cherchait à avoir des mesures pérennes pour soutenir les organismes de conservation dans le remboursement ou dans la diminution de ce fardeau fiscal-là.
Entre autres, je voulais juste nommer, il y a plusieurs groupes qui ont été impliqués dans les discussions avec le ministère dans les dernières années, entre autres le Réseau des milieux naturels, bien sûr, Corridor Appalachien qui a soutenu le dossier aussi, Conservation de la nature Canada, Nature Action Québec, le Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire et Éco-Corridor Laurentier. Donc, je voulais juste passer rapidement sur cette petite introduction-là et je voulais tout de suite donner la parole, en fait, à Annie. Donc, je vais lui demander, je vais lui partager l'écran tout de suite. Financé à 100% par le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Donc, on a déjà à la Fondation un programme qui s'appelle Protéger les habitats fauniques, qui vise à financer, entre autres, des acquisitions. Donc, avec une entente là, récente qu'on a signée avec le ministère, ça nous a permis de développer un deuxième volet qui vise à octroyer une aide financière aux propriétaires d'aires protégées en terre privée. Donc, rapidement, le contenu du webinaire, c'est assez simple. Donc, la première partie, je vais faire une présentation sommaire du programme. Puis, en deuxième partie, je vais présenter rapidement là, comment présenter une demande d'aide financière. Donc, comme je viens de le dire, le programme vise à offrir un soutien financier aux propriétaires d'aires protégées sur terre privée pour le paiement des taxes foncières liées à ces propriétés. Donc, vous voyez qu'en rouge, là, ça ressort le propriétaire d'aires protégées sur terre privée. C'est un élément très important. Donc, c'est pas n'importe quel propriétaire et c'est n'importe quelle propriété qui est admissible en fait à l'aide financière. Je vais y revenir là, dans les modalités d'admissibilité, qu'est-ce qui est admissible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, les faits saillants du programme, donc c'est 4,5 millions sur 3 ans pour 3 exercices financiers. Donc, les dépenses sont admissibles entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2023. Juste, je fais une petite parenthèse. Donc, pour chaque exercice financier, là, donc les demandeurs doivent déposer une demande d'aide financière. Présentement, là, donc le printemps 2021, donc présentement, là, à partir du 1er mai, vous pouvez soumettre une demande d'aide, mais c'est pour l'exercice financier 2020-2021. Donc, je sais, par exemple, que vous avez déjà reçu votre compte de taxe municipale 2021, bien ça, je vous demanderai de le mettre de côté. Donc, on va les traiter, ceux-là, en fait, parce que ça rentre dans l'exercice financier 2021-2022, on va les traiter à l'automne 2021. Donc, déjà, bon, au niveau des demandeurs admissibles, il y a 2 grandes catégories là, de demandeurs qui sont admissibles. Donc, tout d'abord, les propriétaires d'une réserve naturelle reconnue. Donc, ça peut être des particuliers, ça peut être des organismes à but lucratif ou sans but lucratif, mais l'important, c'est qu'ils soient propriétaires d'une réserve naturelle reconnue en vertu de la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Donc, la deuxième catégorie de demandeurs, c'est les organismes de conservation, les fiducies d'utilité sociale, donc les organismes pour lesquels c'est clairement écrit soit dans les lettres patentes ou dans l'acte de fiducie que la mission première, c'est la préservation des milieux naturels. Donc, c'est bien important. Et il doit aussi avoir une disposition dans les lettres patentes là, pour les organismes de conservation qui précise qu'en cas de dissolution de l'organisme, les terrains sont cédés à un organisme similaire. Donc, ce qui est bien, en fait, si vous êtes capable si vous êtes un organisme de conservation, dans la demande d'aide, ça serait bien de déjà s'identifier de cette façon-là, parce que l'avantage pour les organismes de conservation, c'est qu'il y a d'autres types de propriétés qui sont admissibles. Donc, pas juste les réserves naturelles, mais il y a les milieux naturels de conservation volontaire, puis d'autres types de propriétés. C'est ma prochaine diapo, donc j'y vais tout de suite. Donc, voilà, donc, au niveau des propriétés admissibles, on voit dans mon tableau, là, donc à gauche, en fait, c'est les propriétaires admissibles. Donc, on a nos propriétaires de réserves naturelles reconnus. Puis à droite, c'est les propriétés qui sont admissibles. Donc, pour les propriétaires d'une réserve naturelle reconnue, donc c'est les réserves naturelles reconnues, les propriétés admissibles. Puis les organismes de conservation, il y a 3 types de propriétés. Donc, les réserves naturelles, les milieux naturels de conservation volontaire et les autres propriétés gérées à des fins d'aires protégées. Donc, pour les réserves naturelles et les milieux naturels de conservation volontaire, ces types de propriétés-là sont inscrites au registre des aires protégées. Donc, mais pour les autres propriétés, ce n'est pas inscrit au registre. Donc, pour valider
Ah oui, avant, excusez, là, je voulais faire une petite parenthèse parce que j'ai eu des questions jusqu'à maintenant qui me disaient comment ça se fait que les réserves naturelles sont admissibles parce que normalement, ces propriétés-là sont exemptes de taxes. Donc, je voulais juste revenir, là, bon, il y en a peut-être pas, il y en a peut-être qui sont pas au courant, mais en vertu de la loi sur la fiscalité, c'est vrai qu'il y a un article qui fait en sorte que les propriétaires de réserves naturelles peuvent être exempts de taxes, mais il y a d'autres articles dans la loi qui peuvent faire en sorte de permettre aux municipalités d'imposer le paiement d'une compensation pour services municipaux pour les réserves naturelles. Donc, pour certains propriétaires de réserves naturelles, ils sont quand même certaines taxes qui leur sont imposées. Donc, c'est pour cette raison-là que les réserves naturelles sont aussi admissibles au programme. Fin de la parenthèse. Je voulais revenir. Donc, comment on fait pour valider l'admissibilité des propriétés? Donc, pour les réserves naturelles et les milieux naturels de conservation volontaire, vous pouvez consulter le registre des aires protégées. Ou bien, si vous êtes moins à l'aise, donc les propriétaires de réserves naturelles, vous avez aussi un acte de reconnaissance. Donc, si vous avez signé un acte de reconnaissance avec, en fait, une entente avec le ministère de l'Environnement, donc, vous pouvez considérer que vous êtes admissible, mais si vous n'êtes pas certain, vous pouvez aller consulter le registre des aires protégées, donc la carte interactive. Je vais aller vous les montrer. Donc, on va aller sur le site de la carte interactive. Donc, là, je suis sur le site du ministère de l'Environnement. Vous le voyez, hein, juste pour être sûr que... donc, je vais considérer que oui, mais si jamais vous Oui, ne le voyez tu pas. peux, Oui, OK. si tu es capable même d'agrandir ton écran, ben, de toute façon, ça va être en plein écran. Il n'y a pas de problème. Ouais. Oui, vous On voit voyez. très bien. Parfait. Oui. Merci. Donc, je vais juste enlever ça, les instructions. Voilà. OK. Donc, sur la carte interactive là, du registre des aires protégées, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire une recherche par type d'aire protégée. Donc, si on va dans la liste déroulante ici, on voit il y a les milieux naturels de conservation volontaire et aussi les réserves naturelles reconnues. Donc, on peut sélectionner, par exemple, les réserves naturelles reconnues. Et quand on déplace ici là, l'espèce de curseur vers la droite, c'est seulement les réserves naturelles qui s'affichent. Donc, vous pouvez assez rapidement repérer votre secteur. Par exemple, si on clique, j'en prends un au hasard, mettons cette réserve naturelle-là, on va voir le nom de l'aire protégée et aussi la superficie en hectares. Donc, ça, c'est important d'aller voir ça parce que c'est deux informations qu'on doit retrouver dans le formulaire de demande d'aide. Donc, on demande dans le formulaire, il y a une colonne là, qui est la superficie gérée à des fins d'aire protégée en hectares. Donc, vous allez le trouver sur le registre des aires protégées. Et il y a aussi le nom de l'aire protégée que vous pouvez aussi écrire. Donc, ces informations-là sont importantes. Donc, c'est la même chose là, pour les milieux naturels de conservation volontaire. Je crois qu'ils ont été mis à jour ou sinon, ils vont les être mis à jour prochainement. Donc, la même chose, on peut retrouver exactement les mêmes informations. Donc, si j'en prends un au hasard, donc on voit le nom du milieu naturel et sa superficie. Donc, c'est ce qui est à écrire dans le formulaire. Donc, maintenant, on revient à la présentation. Pour les autres propriétés gérées à des fins d'aires protégées, donc ça, je le rappelle, c'est juste pour les organismes de conservation parce que ça concerne juste ces organismes-là. Donc, il y a deux conditions générales. Donc, en fait, la propriété, le polygone, la propriété doit figurer au répertoire des sites de conservation volontaire du RMN. Donc là aussi, là, on y va, pour ceux qui ne connaîtraient pas le répertoire, donc on peut taper tout simplement le répertoire là, des sites de conservation volontaire. On y arrive assez rapidement. Et la même chose, donc si on clique sur un polygone, on a le nom du site et on a aussi une superficie en hectares. Donc, c'est aussi la superficie que vous devez écrire dans le formulaire de demande d'aide. Voilà. Donc, je reviens à ma présentation. Donc, ce que je disais, c'est que c'est pour cette propriété-là, il y a deux conditions. Donc, le polygone doit apparaître au répertoire. Et aussi, sur la propriété, il y a certaines conditions et modalités d'utilisation durable des ressources qui doivent être respectées. Donc, je vous les présente sommairement parce que, bon, je n'ai pas assez de temps dans le cadre du webinaire d'aller dans le détail. C'est très bien décrit dans le document d'information pour les organismes de conservation à l'annexe 1.
Les conditions, en fait, je pense que c'est la section 4, là, dans la section propriété admissible, mais pour les modalités d'utilisation durable, c'est en annexe qu'on trouve les informations. Donc, grosso modo, ce que ça dit, c'est qu'on doit sur la propriété, si, par exemple, la propriété est admissible au public, la circulation du public doit être restreinte aux sentiers aménagés. Donc, il y a certaines certaines possibilités, par exemple, si dans des cas spéciaux pour des activités scientifiques ou dans certaines activités éducatives, où ça peut être quand même permis, mais allez voir dans le document d'information. Il y a la circulation en véhicule motorisé à des fins récréatives qui est interdite. Ça aussi, la même chose, là, il y a des petites exceptions, par exemple, s'il y avait déjà avant un sentier officiel là, de VTT qui traversait la propriété, bon, ça peut être quand même permis. En tout cas, allez voir dans le document d'information, c'est bien décrit. Puis au niveau de l'exploitation des ressources naturelles, bon, c'est interdit aussi. Là aussi, il y a certaines choses qui peuvent être admissibles. Donc, par exemple, si l'exploitation des ressources naturelles se fait sur une assise territoriale permanente qui va couvrir moins de 50 de la propriété, puis cette exploitation des ressources naturelles doit respecter les modalités d'utilisation durable des ressources. Donc, il y a comme 3 grands types d'activités, donc au niveau de la récolte de matières ligneuses, la récolte de fourrage, pâturage, au maintien de milieu ouvert, ou au niveau des activités acéricoles, là, il y a certaines modalités qui sont à respecter. Mais comme je vous dis, là, on ne rentre pas dans le détail parce que c'est ça, c'est pas le moment de le faire. Mais sauf si vous avez des questions ou si vous vous demandez si ce que vous faites, c'est admissible, vous pouvez prendre le temps d'écrire à l'adresse que je vais vous donner un petit peu plus tard pour valider certaines informations. Donc, c'est ça. Donc, je donne un exemple là, pour les autres propriétés gérées à des fins d'art protégées. Donc, j'ai pris un polygone au hasard. Donc, c'est un polygone qui est sur le répertoire du RMN, qui couvre une superficie fictive de 35 hectares, par exemple. Donc, pour tout le polygone, la superficie qui serait écrite dans le formulaire, c'est le 35 hectares. Par contre, il faut que vous vous assurez pour savoir si c'est admissible. Donc, il y a deux situations. Donc, à gauche, on voit que le polygone pour lequel il y a des utilisations durables, c'est environ, mettons, 13 hectares. Donc, la situation de 2, en fait, la superficie pour utilisation durable des ressources, c'est 21 hectares. Donc, on voit qu'ici, c'est moins de 50 donc c'est admissible. Par contre, de ce côté-là, tout le polygone, ce n'est pas admissible. Donc, vous ne pouvez pas faire une demande pour ce territoire-là. Donc, je pense, ouais, c'est ça. Donc, je ne sais pas si ça fait un peu le tour là, pour la question des propriétés, de l'admissibilité des propriétés. Je ne sais pas s'il y a eu, pendant que je parlais, des questions dans le chat par rapport à l'admissibilité, soit des demandeurs, soit au niveau de l'admissibilité des propriétés. Il y a une question, Annie. C'est Véronique. Il y a une question de M. Poirier qui demande est-ce que le PowerPoint sera disponible pour la consultation? Je sais que la Fondation de la Fonde a mis sur son site web tous les outils, formulaires, descriptifs, etc. Est-ce que cette PowerPoint-là se retrouvera aussi? Ou on pourrait, en fait, là, je ne sais pas trop, est-ce que c'est toujours enregistré? Je me tourne un peu vers. Oui. Si tu me confirmes, on pourra la rendre disponible aussi avec le RMN. Oui, c'est ça. Puis on pourra mettre un lien sur le site web de la Fondation. Il y a déjà un genre de cours vidéo qui est plus succinct, qui n'explique pas nécessairement tout dans le détail, là, mais qui explique comment remplir, en fait, comment déposer la demande. En fait, la deuxième partie de la présentation. Il y a déjà ça, mais je pourrais mettre aussi le webinaire, un lien vers le webinaire. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la première partie de la présentation? Je vous invite à les écrire dans la boîte de questions ou utiliser tout simplement le chat qui est aussi direct. Il y a mon collègue Brice Caillé, expert de dépatouillage de type de conservation volontaire aussi et expert du répertoire. Là, si vous voulez lui adresser quelques questions, il est avec nous aussi. Donc, on va donner quelques secondes juste pour voir s'il y a autre chose qui va rentrer. Oui, Brice. Moi, j'aurais une question qui pourrait peut-être servir aux autres aussi, dans le fond. Vas-y. Dans le cas de la situation 2 que tu viens de présenter, Annie, oui. Donc le polygone fait 35 hectares, puis il y a 21 hectares qui sont utilisés pour des ressources. Donc ça fait qu'il reste 14 hectares non utilisés.
Oui. Est-ce que je pourrais réclamer, si je suis le propriétaire, est-ce que je pourrais réclamer, excusez-moi, j'ai vu un message, c'était pas une question, j'attendais la réponse, mais est-ce que je pourrais réclamer participer au programme pour le 14 hectares qui n'est non exploité ou pas du tout? Non, non, en fait, c'est ça. C'est que c'est soit qu'il est tout, le polygone est tout admissible ou il ne l'est pas. Donc, c'est important que ça soit, donc, c'est juste seulement dans le cas de la situation 1, où est-ce que, en fait, vous allez pouvoir écrire la superficie totale, là, donc le 35 hectares qui serait admissible. Dans la situation 2, ben, c'est toute la propriété, en fait, qui n'est pas admissible. Excellent, merci. Parfait. On me demande si un de nos lots est un espace de stationnement, est-ce que le lot est admissible ou est-ce que cet espace-là est admissible? Donc, ça revient au pourcentage si tu parlais. Oui, ben là, normalement, je ne sais pas comment sont, je ne sais pas si c'est pour une réserve naturelle ou si c'est pour une autre propriété gérée à des fins d'air protégé, mais normalement, je ne sais pas, c'est pas une utilisation durable. Normalement, il devrait être exclu du polygone. Je ne sais pas comment vous le mesurez ou comment vous tracez les polygones au répertoire. Peut-être que Bryce, tu peux nous répondre à cette question-là. Ouais, ben ça j'allais dire, si jamais la partie au bord de la route, par exemple, dans le polygone qu'on a à l'écran là, était un parking, par exemple, un stationnement, on l'aurait probablement retiré du polygone, fait que la superficie du polygone serait la superficie du lot moins la portion urbanisée. Donc, ce serait extrait du chiffre final. C'est ça. Oui, c'est ça. Okay. Parfait. Merci. On a une autre question de Mme Veillette. Est-ce que CNC doit remplir un formulaire? Et je crois comprendre que la question vient du fait qu'on a annoncé aussi cette semaine une autre bonne nouvelle en conservation volontaire, c'est qu'il y aurait la bonification du PPMN, du projet de partenariat pour les milieux naturels. Et donc, il y a peut-être confusion entre le programme d'aide de soutien au remboursement des taxes et le PPMN. Ben, en fait, pour répondre à la question, c'est deux choses distinctes. Donc, pour les taxes, il faut vraiment venir via le programme d'aide financière, en fait, le programme taxes municipales et scolaires. Donc, la partie, le nouveau programme en PPMN, donc, ça ne comprend pas les taxes. Donc, le programme dont je vous parle aujourd'hui, c'est spécifiquement pour ça. Donc, oui, Conservation de la nature va devoir soumettre une demande aussi. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a déjà des gens qui travaillent fort chez vous pour ça. Je pense qu'ils attendaient aussi cette bonne nouvelle. Oui. Parfait. Ça va faire du bien pour tout le monde. Oui. Monsieur Sené, je vous lis la question, Annie. Pour une OSBL qui conserve des terrains, y a-t-il une limite d'hectares par OSBL qu'on peut inclure dans ce programme? Ou c'est l'entièreté des sites admissibles qui peuvent être soumis pour un soutien financier? Oui, en fait, tous les terrains qui se qualifient comme une aire protégée sont admissibles au programme. Donc, il n'y a pas de limite par propriétaire, disons. Là. Fait que non, c'est ça. Il n'y a pas de limite. Et l'enveloppe budgétaire qui a été évaluée en tenant compte de toutes les propriétés qui étaient gérées à des fins d'air protégées aussi. Donc, normalement, il devrait en avoir pour tout le monde. Ça a été calculé, effectivement. Super. S'il n'y a pas de questions sur le premier volet, on va te redonner une dernière. Madame Grenon, est-ce que pourrons-nous compter sur la pérennité du programme? On peut peut-être en reparler plus loin. Ben, en fait, je peux juste répondre, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est pour 3 exercices financiers, donc jusqu'au 31 mars 2023. Donc, après ça, à voir, là, ça devra être renégocié, mais je pense que ça s'inscrit dans une démarche plus globale, donc je ne m'avancerai pas trop là-dedans, mais je pense que le réseau souhaite avoir des mesures aussi qui sont comme peut-être plus pérennes dans le temps là, pour répondre à la problématique des taxes aussi. Là. Donc, mais pour l'instant, on a quand même un nouveau programme qui répond à un besoin qui était criant déjà depuis plusieurs années. Donc, ça donne un peu de temps, en fait, là, pour continuer les discussions à ce sujet-là. Exactement. C'est sûr que oui, vas-y. Le réseau et les partenaires là, qui travaillent et qui discutent avec le ministère de l'Environnement, le MLCC vont poursuivre leur discussion et je peux vous dire que la MLCC est à l'écoute, une bonne oreille. C'est une question, c'est sûr que c'est des démarches qui sont à plus long terme, donc on vise dans
dans quelques mois, peut-être années après ce programme-là, espérons qu'il va y avoir quelque chose de pérenne. Enchâssé dans une loi. S'il n'y a pas d'autres questions, Annie, je te redonne la parole. Oui. Pour la deuxième oui. En fait, j'avais pas tout à fait fini la première partie, mais je voulais juste parler un petit peu des dépenses qui étaient admissibles. Donc, les taxes foncières, donc municipales et scolaires, les taxes pour le financement des services municipaux, donc ce qu'on a discuté tout à l'heure, d'autres formes de taxation là, qui ne seraient pas basées sur, qui seraient pas les taxes municipales et scolaires. Je vous rappelle, c'est à compter du 1er avril, donc par exemple, ce qui veut dire que pour l'année, le compte de taxes municipal 2020, mais la portion entre le 1er janvier et le 1er avril, c'est pas admissible. Donc, c'est ça. Et ce qui est non admissible, la portion des taxes pour les bâtiments qui pourrait se trouver à l'intérieur de l'unité d'évaluation. La portion des taxes aussi pour les superficies non gérées à des fins d'air protégées. Donc là, je vous donne un exemple. Donc, j'ai pris une réserve naturelle qui est existante, mais le polygone en pointillé, c'est moi qui l'ai inventé, là, donc c'est à moitié vrai. Ce que je vous présente, les données sont fictives et le polygone pointillé qui serait par exemple le polygone de l'unité d'évaluation. Et en vert, en fait, c'est la superficie de la réserve naturelle. Donc, il y a aussi des bâtiments, donc on voit ici qu'il y a des bâtiments. La portion pour les bâtiments, comment elle est calculée, c'est en fait, on regarde ici, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je fais ça, là, mais en tout cas. Oui. Donc, oui, OK, c'est bon. Donc, la valeur du terrain, valeur des bâtiments, valeur inscrite, c'est des informations qu'on trouve sur les comptes de taxes. Donc, on prend la valeur des bâtiments puis la valeur inscrite, qui est en fait la valeur totale de l'unité d'évaluation. Donc, la portion pour les bâtiments, c'est en fait le 200 000 sur le 860 000. Ça représente à peu près 23 du compte de taxes. Donc, cette portion-là, c'est considéré non admissible. Après ça, comment on regarde pour la superficie, pour la portion pour les superficies non gérées à des fins d'air protégées, c'est qu'on compare en fait la superficie totale de l'unité d'évaluation. Ça aussi, c'est une information qu'on retrouve sur le compte de taxes. Elle va être écrite en mètres carrés et vous devez l'écrire aussi en mètres carrés dans le formulaire de demande d'aide. C'est super important là, parce que nous, on a des calculs automatisés et puis on considère que vous avez rentré les informations en mètres carrés pour la superficie totale de l'unité d'évaluation. Et la superficie gérée à des fins d'aires protégées, ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est soit dans le registre des aires protégées ou la superficie du polygone qui est au répertoire du RMN. Donc, en comparant les superficies, en fait, on obtient une proportion. Dans ce cas-là, la proportion pour les superficies non gérées à des fins d'aires protégées, ça représente à peu près 25 Donc, pour cet exemple-là, il y aurait à peu près 50 de la valeur des comptes de taxes qui seraient non admissibles. Donc 50 admissibles, ce qui veut dire que si pour les comptes un exemple, les taxes municipales 2020 sont à 3 000 la subvention qui pourrait être octroyée, c'est à environ 1 500, donc la moitié du compte de taxes municipales. Puis aussi, je vous rappelle, les dépenses admissibles à compter du 1er avril. Donc, il y a aussi un calcul de proportion pour enlever la portion du 1er janvier au 1er avril qui est calculée. Donc, mais je vous rassure, vous n'avez pas à faire les calculs. Le formulaire le fait pour vous. Donc, nous, le formulaire, en fait, il est monté dans Excel justement pour ça, pour que les calculs de proportion se fassent de façon automatisée. Donc, c'est bien important, en fait, de remplir la bonne information au bon endroit. Donc, ça fait le tour de la première partie. Donc là, je rentre vraiment sur une partie plus succincte qui présente comment soumettre une demande. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions entre-temps, là, mais j'arriverai à cette partie-là. Annie? Oui. Une question de M. Dufour. Cela semble exclure les sites en milieu agricole, exemple les prairies fauchées. Est-ce que c'est exact? En fait, il pourrait avoir des modalités, il faudrait aller voir dans les modalités d'utilisation durable des ressources. Donc, il y a certaines choses au niveau de récolte de fourrage, pâturage, maintien de milieu ouvert qui peuvent être permis. Donc, il faudra aller voir dans les modalités à l'annexe 1 du document d'information.
pour voir si c'est admissible ou pas. Mais si vous avez des cas de figure particuliers, vous n'êtes pas certain, appelez, en fait, écrivez-nous, donc on va vous rappeler, on pourra le regarder plus en détail. Parfait. Puis, je dois rappeler à tout le monde aussi, si lorsque vous allez aller consulter le répertoire pour aller chercher vos mesures, si par exemple, vous connaissez très bien votre territoire sans contredit, donc si vous voyez qu'il y a eu des erreurs quelconques, vous pouvez contacter le REMED sans problème pour qu'il y ait des correctifs apportés aux shapefiles. Parfait. OK. Donc, je vais dans la deuxième partie. Donc, comment présenter une demande d'aide financière? Donc, les points importants, je le disais au départ, là, donc il faut soumettre une demande par année financière. Donc, pour l'année 2020-2021, donc c'est ce qu'on traite présentement. Les comptes de taxes scolaires qui sont les comptes de taxes qui sont concernés, c'est les taxes scolaires 2019-2021. Et il y a, je pense, 25% de ces comptes de taxes-là qui sont admissibles. Les taxes scolaires 2020-2021 sont admissibles. En fait, on paye à 100% là, en fait, selon là, les autres conditions d'admissibilité. Mais si, mettons, il n'y a pas de bâtiment et il n'y a pas d'autres superficies, donc c'est 100%. Donc, les taxes municipales 2020 aussi. Pour 2021-2022, là, on va traiter les taxes scolaires 2021-2022 et les taxes municipales 2021. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je sais que vous avez déjà les comptes de taxes municipales 2021, donc mettez-les de côté, on va les traiter à partir du 1er septembre 2021. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir entre les mains et le compte de taxes municipales 2021 et les taxes scolaires 2021-2022. Donc, on va les traiter en septembre prochain. Donc, la première étape pour se mettre une demande, là, ce serait vraiment d'aller consulter la page web du programme. Donc, je vais vous montrer, là, on a 2 documents d'information. Donc, si vous êtes qualifié comme un organisme de conservation, bien, consultez le document d'information pour les organismes de conservation. Vous allez trouver beaucoup plus d'informations sur les modalités d'utilisation durable des ressources. En tout cas, il y a plus de particularités pour les organismes, donc utilisez celui-là. Puis sinon, bien, il y a le document d'information pour les autres propriétaires de réserves naturelles reconnus. Donc, on va aller juste rapidement sur la page web de la Fondation. Donc là, vous allez sur le site fondationdelafonde.qc.ca. Donc, en haut, vous voyez les différents onglets, mais si vous allez dans les programmes d'aide, vous allez trouver, vous cherchez dans la liste, là, il se trouve ici présentement, mais ça se peut que ça bouge un peu. Donc là, vous cliquez dessus, ça vous amène sur la page du programme. Donc, c'est à cet endroit-là que vous pouvez trouver différentes informations. Et il y a aussi déjà un genre de petit vidéo qui présente comment, en fait, ce que je suis en train de vous expliquer là, on le voit dans le vidéo. C'est plus succinct que le webinaire, mais je vais aussi mettre le lien vers le webinaire. Vous aurez le choix d'avoir des informations plus détaillées ou plus succinctes. Et ici aussi, les documents liés aux demandes d'aide, donc le document d'information pour les organismes de conservation et le document d'information pour les propriétaires de réserves naturelles. C'est aussi là, en fait, qu'on peut télécharger le formulaire de demande d'aide. Et il y a aussi des liens utiles. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré la carte interactive du registre des aires protégées et le répertoire des sites de conservation volontaire du Québec. Donc, vous pouvez cliquer ici si vous voulez accéder au site web que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, tandis que je suis là, c'est un peu plus loin, là, mais vu que je suis sur le site de la Fondation, pour télécharger le formulaire, là, il est un petit peu capricieux. Je veux juste vous dire, c'est bien important d'utiliser le formulaire qui est sur la page web de la Fondation parce que dès qu'on rouvre le formulaire, il y a comme un numéro d'identifiant unique qui est attribué au formulaire. Donc, si vous le téléchargez puis vous l'envoyez à d'autres collègues dans d'autres organisations, bien, on va se retrouver avec plusieurs demandes avec le même numéro d'identifiant, ce qui risque d'être un problème pour nous au moment d'intégration des formulaires. Donc, si on clique ici, donc on peut télécharger. Donc, moi, je le vois ici, mais ça se peut que ce soit dans vos téléchargements. Donc, on peut ici l'ouvrir ici. Annie, pendant que tu cherches, est-ce qu'il y a des plateformes ou des liseuses de PDF ou d'Excel qui quelconque non compatibles qu'il faudrait éviter? Oui, en fait,
C'est l'idéal, c'est d'utiliser un vrai ordinateur. Il y a des gens qui nous ont dit là, que ça ne marchait pas bien sur une tablette. Donc, ça peut être important. Et utiliser, en fait, avec Office 365, là, on a de plus en plus accès à ça. Donc, utiliser le Microsoft Excel de bureau et non pas celui d'Office 365 qui est quand même en ligne, là. Donc, ça serait mieux d'utiliser de cette façon-là. Donc, quand vous ouvrez le formulaire, là, vous avez un avertissement de sécurité. Donc, il faut activer le contenu, il faut activer les macros. Donc, ça, c'est très important. Donc, après ça, on peut remplir le formulaire. Donc, j'ai pris un peu d'avance. Je vais retourner dans ma présentation, sinon je vais me perdre. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, allez sur le site Web, vous avez les documents d'information, le formulaire aussi. Bon, valider l'admissibilité de vos propriétés. Donc, ça, on en a parlé déjà tout à l'heure. Donc, vous allez voir sur le registre des aires protégées ou sur le site du RMN. Valider si les modalités d'utilisation durable sont respectées aussi. Après ça, ben, pour préparer le document, annexer la demande. Donc, ce qu'on vous demande, puis ça nous aiderait là, parce qu'on va avoir vraiment beaucoup de choses à valider. Donc, on vous demande pour chaque unité d'évaluation de faire un PDF qui contient et le compte de taxes scolaires 2019-2020, celui 2020-2021 et le compte de taxes municipales 2020. Donc, un PDF avec ces 3 comptes de taxes-là par unité d'évaluation. Et si vous pouviez nommer le document, soit avec le numéro de matricule de l'unité d'évaluation, mais le chiffre est assez long. Donc, je vous suggère en fait d'utiliser le numéro de référence du formulaire. Donc, automatiquement, dans le formulaire, il y a un numéro de référence 1, 2, 3, 4, 5 qui est attribué de façon automatisée. Donc, ça serait peut-être plus simple pour vous d'utiliser le numéro de référence du formulaire. Et aussi, bon, il y a par exemple, pour les organismes, on vous demande aussi d'envoyer vos lettres patentes et aussi une résolution là, qui autorise une personne à agir au nom de l'organisme. Donc ça, vous nous envoyez ça par courriel. Ah, je suis allée trop vite. Excusez-moi, je reviens. L'étape 4, c'est remplir le formulaire. Donc, comme je vous le disais, télécharger le formulaire sur la page web, utiliser l'application Excel de bureau, donc activer les macros, c'est bien important. Et pour remplir le formulaire, les sources de données, bien, vous trouvez toutes les informations qu'on vous demande, soit sur les comptes de taxes ou sur le registre des aires protégées ou le répertoire du RMN. Donc, on va aller le voir. On va aller voir. En fait, non, avant, je vais vous montrer. J'ai pris un compte de taxes que quelqu'un m'avait envoyé, mais j'ai enlevé toutes les informations. Et donc, on voit les informations où vous pouvez les prendre sur le compte de taxes. Donc, on voit le numéro de matricule ici. La désignation cadastrale, donc ça, c'est le numéro de lot. La superficie du terrain, donc on voit ici, c'est en mètres carrés. Et la valeur de l'unité d'évaluation, donc la valeur du terrain, la valeur des bâtiments, la valeur inscrite. Donc, ce qui est bien important, c'est d'utiliser la valeur inscrite et non pas la valeur uniformisée parce que donc il peut y avoir des différences entre les deux. Et le montant total du compte de taxes pour l'année. Donc, comme je vous dis, là, les calculs de proportion se font de façon automatisée. Donc, nous, ce qu'on vous demande, c'est d'écrire le montant total, puis après ça, le formulaire fait les calculs de façon automatisée. OK, je vais juste, avant, aller retourner dans mon formulaire qui est ici, excusez. Donc, il y a 3 sections, en fait, dans le formulaire. Donc, la section demandeur, on vous demande, bon, la catégorie de demandeur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous êtes un organisme de conservation, vous cochez ça ici et vous allez remplir la section B. Pour les autres propriétaires, ben, en fait, il faut lire les instructions. Là, donc, vous remplissez soit pour les organismes, la section B aussi, ou les particuliers, vous allez remplir la section aussi sur le demandeur en cas d'un particulier ou d'un individu. La section la plus complexe, c'est la section 2 sur les unités d'évaluation. Donc, on vous demande, tout d'abord, il faut vraiment écrire là, la première colonne, le nombre de propriétés incluses dans l'unité d'évaluation. Donc, la plupart du temps, ça va être 1, mais c'est pas, ça pourrait être possible qu'il y ait une unité d'évaluation dans laquelle il y aurait plusieurs propriétés. Donc, ça pourrait arriver. Donc, dans ce cas-là, vous écrivez 1, 2 ou 3, peu importe, mais non, normalement, ça devrait être 1. Le nom de la ou des propriétés. Donc, idéalement, utiliser le nom qui se trouve sur le registre des aires protégées, donc réserve naturelle
je ne sais pas quoi. Là. Donc, mon exemple, c'est le ruisseau de l'église, par exemple. Donc, ici, il faut sélectionner le type de propriété. Donc, je vous disais, pour les organismes, il y a 3 types de propriétés qui sont admissibles. Donc, c'est peut-être un peu petit, mais il y a les réserves naturelles reconnues, les milieux naturels de conservation volontaire ou les autres propriétés gérées à des fins d'art protégées. Donc, si vous n'êtes pas un organisme de conservation, vous pouvez seulement sélectionner les réserves naturelles. Après ça, bien, toutes les informations qu'on a ici, la municipalité, le numéro de matricule, le cadastre, la superficie du terrain dans l'unité d'évaluation en mètres carrés, valeur du terrain, bâtiment, valeur inscrite, tout ça, c'est des informations que vous retrouvez dans le compte de taxes. Et aussi, bien, les montants totaux aussi là, sont dans le compte, vous les retrouvez sur vos comptes de taxes. Et la superficie du terrain gérée à des fins d'air protégées, c'est cette superficie-là qui est en hectares cette fois-ci, que vous trouvez sur le site du registre des aires protégées ou sur le répertoire du RMN. Donc, une fois qu'on rentre les informations, pour chaque unité d'évaluation, les montants admissibles se calculent ici. Donc là, il est vide, vous ne le voyez pas, j'aurais peut-être dû en remplir un, mais donc pour chaque unité, il y a le total admissible qui se calcule là, puis le montant total se calcule pour toutes les unités, va apparaître ici. Donc, pour la section 3, c'est vraiment au niveau de en fait, ce qui est très important, c'est de confirmer le montant. Là, ici, je n'ai pas de montant parce que je n'ai pas rentré de données, mais sinon, il y aura un montant qui apparaît là. Donc, il faut confirmer que le montant est le bon montant que vous demandez. Il y a des obligations aussi là, qui sont inscrites, donc il faut cocher ces 2 cases-là qui dit que vous avez pris connaissance des obligations qui vous engagez à les respecter et signer le formulaire, donc écrire votre nom et la date. Donc, la date, 2021, donc peu importe, là, 04, 27, 27. Donc, c'est important là, parce que sinon, on va vous demander de nous retourner le formulaire avec ces coches-là cochées. Donc, ça serait dommage d'être obligé de retourner vers vous pour ça. Là. Donc, si c'était possible de bien le remplir dès le départ, ça serait l'idéal. Donc, une fois que vous avez rempli le formulaire de demande d'aide et vous avez rassemblé toutes les pièces jointes, vous pouvez nous envoyer tout ça à l'adresse programme taxe, taxe avec un S, fondationdelafonde.qc.ca. C'est aussi la meilleure façon pour nous rejoindre si vous avez des questions. Donc, écrivez-nous. Là, à cause de la pandémie, on est tous en télétravail, donc c'est plus difficile de nous rejoindre par courrier, par téléphone. Il faut envoyer votre demande pour l'année 2020-2021 entre le 1er mai et le 1er juin 2021. Donc, d'ici la fin de la semaine, vous allez pouvoir nous envoyer vos demandes. Si vous avez trop de pièces jointes, par exemple, parce que vous avez beaucoup de propriétés, écrivez-nous et on va vous donner un lien vers un site SharePoint là, dans lequel vous allez pouvoir déposer vos documents. Donc, ça fait pas mal le tour. Je veux juste vous dire, j'en profite pour vous dire, bon, on s'attend à recevoir un certain volume là, de demandes. Comment je fais pour arrêter de partager mon écran? Est-ce que vous voyez encore mon écran ou vous me voyez moi? Oui, on voit les deux. Je peux t'arrêter si tu veux. Oui, ça serait gentil, merci. Donc, c'est ça, je vais juste finir, juste pour dire, on va avoir un bon volume de demandes. Donc, nous, on va tous les valider avant de procéder à des remboursements. Donc, différentes raisons pour lesquelles on a décidé de fonctionner de cette façon-là. Mais donc, soyez un petit peu patients. Donc, on s'attend que d'ici le mois de début juillet, on devrait avoir validé toutes les demandes et vous devriez avoir reçu le montant là, qui est admissible pour vous. Donc, c'est ça. Et puis aussi, je voulais juste vous dire, là, il va y avoir un processus pour la validation des autres propriétés gérées à des fins d'air protégées. En fait, pour tout, c'est possible qu'on vous demande des informations supplémentaires. Donc, on va communiquer avec vous pour avoir, par exemple, une carte ou une liste de modalités là, des utilisations du territoire. Mais ça, on va le faire par la suite dans un deuxième temps. Donc, ce n'est pas nécessaire d'entrée de jeu de nous envoyer des informations à ce sujet-là. Il va y avoir certaines propriétés qui vont être sélectionnées de façon aléatoire pour lesquelles on va vous demander des informations supplémentaires. Donc, pour ma part, ça fait pas mal le tour. Là. Je ne sais pas s'il y a eu des questions ou qui se sont pendant... Quelques questions. On veut être double rassuré. Là, donc, pour 2020, on met le montant total et les calculs se font automatiquement. Exact? Oui, c'est ça, exactement. Oui.
Vous n'avez pas à faire les calculs, c'est ça. Écrivez le montant total de compte de taxes et scolaire et municipal et c'est ça, tout se fait tout seul après. Super. J'en monte dans les questions. Brice, je sais qu'on a eu cette discussion-là aussi, Marie l'a eu avec Annie aussi. Il est important d'utiliser le nom du site qu'on retrouve soit au répertoire ou au registre et non le nom populaire que l'organisme donne au site afin de mieux, de faciliter finalement les validations lorsque nécessaire. Exact? Oui, c'est ça. Utilisez le nom qui apparaît au registre des aires protégées ou sur le site du répertoire. On me pose la question, j'ai un matricule, mais pas de numéro de cadastre. Est-ce toujours une unité? Sur le compte de taxes, en fait, le numéro de matricule doit apparaître. En fait, ce que vous me dites, si je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas de désignation cadastrale pour ce territoire-là qui est écrit sur le compte de taxes. À ce moment-là, si c'est le cas, peut-être que vous êtes capable de le trouver autrement, ou bien sinon, on essaiera de voir avec vous là, si on peut trouver l'information. Brice, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? C'est possible que ce soit parce que ce soit un secteur où le cadastre n'a pas encore été rénové, le numéro ne correspond pas, fait qu'il y a d'autres solutions pour le trouver, mais je pense, je ne sais pas si à quel point tu en as besoin, Annie, pour ça, là, mais on pourra le trouver ailleurs, on pourra t'accompagner là-dedans si besoin. Parfait. OK. Excuse-moi, je vais préciser la question. Donc, il y a un matricule, mais il y a 5 cadastres. Ah oui, OK. Donc, il y a 5 lots. Oui, à ce moment-là, c'est écrit dans le formulaire. Donc, ce que vous écrivez, un numéro de lot, vous faites point virgule, vous les écrivez les 5, en fait. Parfait. Facilitant. On va te poser la question, est-ce qu'on doit inclure dans le même envoi le PDF des comptes de taxes? Oui, vous pouvez le faire. Donc, dans le même courriel et le formulaire Excel de demande d'aide et les PDF des comptes. Si vous en avez trop, comme je le disais, écrivez-nous aussi. On va vous donner un lien SharePoint pour être capable de déposer les documents. Parfait. Puis sur Internet aussi, il y a des sites web où vous pouvez déposer plusieurs PDF pour les rassembler en un seul document si vous voulez faciliter la lecture. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vous invite tout le monde à participer en posant votre question via la boîte de questions ou la boîte de chat de la boîte de paramètres de GoToWebinar. On va prendre encore quelques questions. Je passe à travers. Est-ce que Brice, toi, tu avais des questions, par exemple? Par rapport à la question de tantôt, j'en aurais une à reposer, moi. S'il y a plusieurs lots dans la même unité d'évaluation, oui, comme le cas de tout à l'heure, là où il y avait 5 lots concernés, mais qu'on est propriétaire que de 2 de ces lots, qu'il n'y a que 2 de ces lots qui sont au registre des aires protégées du Québec. Les autres, on en est propriétaire, mais c'est des bâtiments où c'est pas au registre. À ce moment-là, c'est que sur votre compte de taxe, il va quand même avoir une superficie totale de l'unité d'évaluation. Donc, vous écrivez 100 mètres carrés et vous allez pouvoir à ce moment-là quand même écrire la superficie de l'aire protégée. Donc, le calcul va se faire à partir des 2 superficies. Donc, c'est pas vraiment un problème à ce moment-là. Merci. Merci. Une question de M. Dufresne. Est-ce que la formule du premier arrivé, premier servi, ou si toutes les demandes soumises dans les délais mentionnés seront traitées également? Oui, en fait, oui, en fait, nous, on va attendre avant d'émettre des versements, d'avoir traité, de valider toutes les demandes. Il n'y a pas de premier arrivé, premier servi. Tout le monde a droit. Donc, l'évaluation de l'enveloppe financière, dont j'ai dit qu'il y avait à peu près 1,5 million de dollars par année. Donc, c'est selon les premières évaluations suffisant pour tout le monde. Par contre, par souci de précaution, on fait quand même la validation de toutes les demandes pour s'assurer que l'enveloppe soit suffisante. Mais normalement, l'évaluation a été faite dans ce sens-là, puis ça devrait être correct. Mais pour ne pas prendre de chance, on attend justement de valider pour s'assurer qu'il y en a pour tout le monde. Parfait. Est-ce que votre système a un envoi de confirmation de réception? Oui, vous allez recevoir l'accusé de réception, c'est ça, peut-être dans les 24 heures qui suivent l'envoi de la demande à la boîte Programme Taxe. Parfait.
Question existentielle, il y en a qui commencent à avoir chaud. J'ai un site que je n'ai pas soumis au répertoire encore. Qu'est-ce que je fais? On vous donne du temps. Vous écrivez à Bryce. Non, Oui. c'est ça. Non, Non. je sais pas, je vais lui laisser Vous répondre. l'enregistrez sur la plateforme. Ah, Voilà. OK. Donc, si vous allez sur le répertoire des sites de conservation volontaire du Québec, vous allez retrouver dans le coin, si je ne me trompe pas, en haut à droite, il y a un petit bouton où c'est écrit « Enregistrer mon site » et cela va vous mener vers une plateforme interactive où vous allez rentrer toutes les informations, vous allez pouvoir déposer aussi les documents de soutien, toute documentation nécessaire à l'étude de votre dossier. Ensuite, le RMN reçoit l'information de la plateforme et doit prendre un certain moment pour valider les données. Et on fait après ça une mise à jour du répertoire des sites de façon ponctuelle. Donc, ce n'est pas nécessairement à chaque fois qu'on reçoit une information. C'est sûr que là, avec les délais puis avec les besoins de la fondation, de la Fonde, on va être un petit peu plus régulier, on pourrait dire. Voilà. Oui, mais avec l'ouverture de ce programme, là, je pense qu'on s'attend à une certaine affluence de sites qui avaient été oubliés ou pas déclarés, fait que ça se peut que ce soit un peu plus long que d'habitude, mais je pense que le programme permet les dépenses les présentations entre le 31 mai et le 31 juin, 30 juin. En fait, on peut les déposer entre le 1er mai et le 1er juin. 1er mai. Oui, c'est ça. Fait qu'on va essayer de s'engager à ce que tous les sites transmis soient enregistrés pour le 15 mai pour qu'il y ait le nom qui apparaisse et qui puisse être indiqué dans le formulaire transmis à la Fondation. Parfait. Et je fais un petit rappel, le répertoire des sites de conservation volontaire, ce n'est pas exclusivement des sites qui appartiennent aux membres du RMN, c'est tous les organismes de conservation ou autres organismes qui font de la conservation volontaire qui peuvent enregistrer leur site selon les différents statuts de conservation. Donc, c'est important de le faire tout au long de l'année dès que vous avez la documentation finale de votre création de site. Vous pouvez envoyer l'information sur la plateforme. C'est ouvert 365 jours par année. Parfait. Et l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur le site du RMN. Je m'y mets cet après-midi. Vous devriez recevoir demain une confirmation ou en tout cas une réception de participation et j'y mettrai le lien vers notre YouTube chaîne RMN. Et s'il y a un problème, si vous avez besoin de l'enregistrement plus rapidement, vous pouvez m'écrire personnellement, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez écrire à info@rmnat.org si vous avez des besoins particuliers. Et est-ce qu'il y a d'autres questions, chers participants? J'ai une autre question de Mme Grenon. Si on se porte acquéreur de l'eau à des fins de conservation, je présume que nous n'avons plus intérêt à le faire reconnaître comme réserve naturelle? Oui, puis non. J'avoue que je ne sais pas quoi répondre à cette question-là. Je pense que ça peut être quand même intéressant pour qu'il soit inscrit au registre, c'est que ça peut, ça rentre aussi dans le bilan des aires protégées au Québec. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens, je sais qu'il y a l'équipe des aires protégées, en fait des réserves naturelles qui sont aussi présents au webinaire. Donc, je ne sais pas s'il y a une précision à apporter à ce sujet-là. S'il y en a qui veulent poser ou prendre parole, là, vous pouvez, à côté de votre nom, lever la main pour que je puisse ouvrir votre micro. On sait que c'est une mesure, en fait, c'est une démarche que certains organismes entreprennent anciennement pour aller peut-être chercher une certaine exemption de taxes ou une diminution des taxes. Dans le fond, c'est une superposition comme une lasagne de couches de protection, de couches de soutien à la conservation volontaire. Est-ce qu'avec cette démarche-là on sait temporaire, on sait jusqu'en 2023, est-ce qu'on va arrêter nos démarches de réserve naturelle? Ça serait le choix probablement de chaque organisme ou chaque propriétaire à évaluer. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait passer un commentaire ou compléter? C'est bon? Je fais le tour. Monsieur Pfister, cher Olivier, je vous ouvre votre micro. Si vous voulez prendre parole. Un instant.
J'essaie. Olivier, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Ça ne fonctionne pas. Je vais donner la parole à M. Lépine en attendant. Monsieur Lépine, est-ce que vous voulez ouvrir votre micro? Oui, bonjour. Juste pour répondre à la question sur pourquoi quand même aller avec la réserve naturelle protégée privée. Nous, dans notre cas, ça fait 6 ans qu'on a notre réserve naturelle et puis, en fait, on sauve beaucoup en taxes scolaires et taxes foncières à chaque année. Notre évaluation imposable est beaucoup moindre que notre évaluation valeur uniformisée. À peu près, on est à 150 de 900 000. Fait que, au lieu de payer des taxes foncières, taxes scolaires sur une base de 900 000, on paye nos taxes scolaires et taxes foncières sur une base de 140 000. Donc, on sauve 2 à 3 000 par année. Je pense que ça, c'est apparemment pour 25 ans. Par contre, ça dépend des municipalités. Je connais un autre qui ont mis 17 hectares en réserve naturelle privée sur les abords du lac Memphremagog et qui ont sauvé 50 $ par année en taxes. Donc, ça dépend des municipalités aussi. Je crois que mon micro fonctionne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Olivier. Oui. On va laisser M. Lépine ou si vous voulez répondre à M. Lépine. C'est pour faire un commentaire par rapport aux réserves naturelles. L'avantage, entre guillemets, de faire reconnaître une réserve naturelle, ça allait un petit peu dans le même sens que ce que tu as dit, Véronique. Ça représente quand même une entente de réserve naturelle, une garantie supplémentaire de protection, puisque l'entente de réserve naturelle, quand elle est à tout le moins perpétuelle, ou même quand elle est pour une durée déterminée, ne peut être déchirée unilatéralement par tout propriétaire, quel qu'il soit de la propriété, que ce soit un organisme de conservation ou que ce soit un autre type de propriétaire. L'entente de réserve naturelle est opposable aux tiers. Dans le cas de réserve naturelle perpétuelle, elle est opposable aux tiers de façon perpétuelle. Donc, c'est une couche supplémentaire, une garantie supplémentaire de protection de ce point de vue-là, qui, je crois, peut être intéressante dans certains cas. Donc, il y a cet élément-là qui demeure là, en termes d'avantage de faire reconnaître une réserve naturelle. Là. Il y a également un encadrement de la mise en valeur qui se fait par le biais de la réserve naturelle, qui peut être intéressant dans certains cas. Donc, voilà. Voilà, il n'y a pas tard. C'est une protection perpétuelle. Monsieur Lépine, votre question précédente avant l'entrée de Monsieur Pfister, est-ce qu'on a répondu à votre question? Le son était très mauvais. Oui, c'est bon. Je voulais juste passer le commentaire qu'une autre raison, c'est qu'on peut sauver des sous. Et tout le monde cherche à sauver des sous, donc c'est toujours intéressant. Et on cherche à en chercher aussi. Donc, juste pour nommer les fichiers, le fichier qui va contenir les comptes de taxes, on va le nommer juste avec le numéro de cadastre ou le numéro d'enregistrement du chiffrier Excel.pdf. Et puis le chiffrier Excel, on va l'appeler avec le numéro d'enregistrement. Ben, en fait, non, vous pouvez donner le nom de votre, je ne sais pas si vous êtes un propriétaire d'une réserve naturelle, vous pouvez donner le nom de la réserve naturelle. Ça n'a pas tellement d'importance pour la demande, le fichier Excel, en fait. Vous pouvez le nommer. OK, c'est bon. C'est juste vraiment pour les comptes de taxes. Oui. J'ai une résolution de la compagnie parce que les terres sont propriété d'une compagnie privée numérotée et on est 6 actionnaires.
Donc, mon frère, c'est le président et le secrétaire. Moi, je suis le trésorier. Et que j'ai pris votre formulaire là, pour autoriser moi à agir au nom de la compagnie pour traiter de cette demande-là. Donc, Parfait, ça va le nom de prendre la le même début. façon. Oui, tout à fait. Vous pouvez, ou le nom, peu importe pour le PDF, pour la résolution, vous pouvez l'appeler résolution. Okay. C'est beau. C'est juste vraiment pour les comptes de taxes, vous vouliez avoir des numéros. Oui, c'est ça. Parce qu'on peut, bon, si vous en avez juste une ou deux propriétés, ça va bien, on va s'y retrouver, mais il y a des organismes qui sont propriétaires de plusieurs terrains, donc on pourrait chercher beaucoup à ce moment-là, puis on va valider les demandes. C'est beau. Je lance un peu la question, s'il y a des sites en copropriété dont le copropriétaire n'est pas admissible. Est-ce qu'on vous les, dans le fond, on vous les marque, puis ça va être des cas par cas? Oui, ben là, ça serait vraiment des cas particuliers. Normalement, ce qu'on écrit, c'est qu'il faut vraiment que on peut déposer une demande, faut que notre nom apparaisse sur le compte de taxes. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas comment ça fonctionne. Pour nous aussi, c'est nouveau à la Fondation, donc on va voir apparaître des cas de figure comme ça. Donc, s'il y a des cas de copropriété, communiquez avec nous, on va voir comment on peut les organiser ou comment on peut les gérer dans le cadre du programme. Parfait. Merci. Ensuite, on avait des commentaires de Mme Mylène du Mont-Saint-Hilaire. Je vous lis les commentaires. Les municipalités vont préférer qu'on ne désigne pas nos propriétés en tant que réserve naturelle et les municipalités qui choisissent de ne pas taxer les réserves naturelles vont se sentir désavantagées. Donc, il y a aussi toute cette question-là qu'on n'a pas abordée en introduction où le REMAN et les organismes qui ont milité dans le fond depuis de nombreuses années à aller chercher un soutien financier pour les organismes de conservation, pour la conservation volontaire. Notre but, ultimement, c'était de ne pas brimer non plus les municipalités, de ne pas se mettre à dos non plus les municipalités, mais que, dans le fond, les deux parties soient gagnants-gagnants dans ces formules-là. Donc, en ce moment, avec un certain soutien qui passe par la Fondation, il n'y a pas de pénalité ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, si les municipalités vont préférer qu'on ne désigne pas comme en tant que réserve naturelle, effectivement, c'était pour éviter ce va-et-vient-là entre les exemptions et autres mesures aussi existantes. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? On se laisse une minute encore. C'est le propos de Mme Mylène a été aussi appuyé par Mme Grenon. Parfait. Je pense, je fais un petit tour rapide. Désolée, je prends le temps de le faire. Je pense qu'on a fait le tour. Sur ce, Annie, est-ce que tu avais un mot de la fin à nous partager? En fait, on est bien content. En fait, là, ça a été un travail, je pense, un peu beaucoup les organismes qui ont travaillé très fort en amont là, pour qu'on puisse voir que ce programme-là puisse exister. Aussi là, avec la collaboration du ministère de l'Environnement, qui est aussi pour beaucoup. Donc, on est quand même très content de pouvoir aussi à la Fondation de la Fonde donner un petit coup de pouce en permettant en fait de mettre en œuvre le programme. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Puis je pense que c'est vraiment une belle mesure là, pour tous les organismes les propriétaires qui s'impliquent dans le sud du Québec. C'est un travail incroyable. C'est les meilleures façons pour protéger des superficies dans le sud du Québec. Fait que je pense que si le programme peut donner un coup de pouce dans ce sens-là et encourager à ce qu'il y ait de plus en plus de propriétés qui soient protégées, je pense que c'est une bonne chose. Là. Fait que nous, on a bien hâte de pouvoir gérer vos demandes puis vous donner un petit coup de pouce dans ce sens-là pour un peu alléger le fardeau financier des organismes et des propriétaires. Merci. Avec le réseau, je pense que c'est commun aussi aux organismes de conservation. On est bien content que ce soit la Fondation de la Fonde aussi qui ait pris en charge ce volet-là. C'est toujours facilitant, puis vous êtes d'un bon soutien. Le RMN aussi, si vous avez des questions concernant le répertoire des sites de conservation volontaire, la compréhension des données ou, comme j'ai dit tantôt, s'il y avait vous relevez certaines erreurs ou autres, n'hésitez pas à nous contacter directement par courriel info@rmnat.org. On a aussi un courriel direct pour le répertoire. Brice, tu me corriges, répertoire REPERTOIRE@rmnat.org. C'est ça.
Puis, moi, je vais tourner sur le mot de la fin aussi pour du côté du RMN. Merci beaucoup, Annie. Merci à la Fondation de la Fond. Et je vous invite, chers participants, à revenir en ondes avec nous au courant des prochaines semaines. On a quand même pas mal de choses qui s'en viennent, entre autres, comme on a dit avec l'annonce cette semaine du PPMN, Conservation de la nature Canada vous invite à participer à 4 sessions d'information sur le projet. Et dans le fond, c'est un programme qui est bonifié. Donc, comment va se dérouler cette bonification-là? Comment vous allez pouvoir en profiter? Quelles sont les conditions, etc. Ça va vous être expliqué avec Karine Delan au cours des prochaines semaines. Vous avez les dates affichées à l'écran. Puis cette semaine, on se redonne rendez-vous jeudi pour le Midi Conservation avec Daniel Landry de Ville en Forêt qui vient nous parler d'accessibilité. Donc, on sait, tout le monde a la responsabilité de l'intendance des sites protégés que l'on a en gestion, en acquisition. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour sensibiliser les usagers aussi à nous donner un coup de pouce à protéger nos milieux naturels. Et quoi d'autre? AGA, le 20 mai. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Suivez nos communications au cours des prochaines semaines pour plus d'informations. Sur ce, passez un bel après-midi. Bon dîner tout le monde. Merci. Merci Annie.